Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Voici les titres. À peine le mois de Ramadan a démarré que le président Ouattara réaffirme son soutien à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Une centaine de tonnes de riz et de sucre destinés aux guides, aux mosquées et associations islamiques viennent d'être remises au Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques. L'important don a été remis ce mardi à Bingerville par le Conseil spécial chargé des cultes du président. Le Sénat s'est réuni en séance plénière ce mardi à son siège à Yamoussoukro. La séance présidée par Kandia Camara, la présidente de l'institution, a vu l'activation de l'évaluation des politiques publiques. Il s'agit d'un outil stratégique d'aide à la prise de décision fondé sur des données probantes afin d'orienter efficacement l'action publique. Et puis, le dimanche 3 mars 2024, plus de 2 tonnes de poissons sont mortes sur la baie de Biétry dans la commune de Koumassi. Les enquêtes menées par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique ont conclu à une forte pollution organique. 96% de ces poissons ont été collectés à cette date. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et vous faites toujours bien. Comme tous les ans, le président Alassane Ouattara vient encore de sacrifier à la tradition. Le chef de l'État, en soutien à la communauté musulmane, offre une centaine de tonnes de riz et de sucre destinés aux guides, aux mosquées et associations islamiques. Un véritable soulagement pour ces entités qui devraient en tirer un grand profit durant ce mois béni de Ramadan. L'important don a été remis ce mardi à Bingerville, au siège du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques par le Conseil spécial chargé des cultes du président de la République Alassane Ouattara. Sur place, le témoignage de Mahama Traoré. Bingerville, siège du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et affaires islamiques. En ce jour de réunion du bureau exécutif national de l'institution, la séance est suspendue pour recevoir des visiteurs. C'est une délégation mandatée par le président de la République pour remettre des vivres au COSIM à la faveur du mois béni de Ramadan, le mois de jeûne musulman. Pour l'ensemble du pays, il s'agit de 354 tonnes de sucre et 386 tonnes de riz. Chaque fois que de besoin, il vous a trouvé à ses côtés. Ainsi que pour toutes les prières incessantes que vous exécutez, que ce soit su ou pas, dans vos lieux de prière et chez vous-même. Soyez-en remerciés de la part du président. Les temps qui s'ouvrent à partir de ce jour pour un bon mois constitueront pour les fidèles qui prient derrière vous des temps forts, intense en prière et invocation, élevé vers le Tout-Puissant afin qu'il prodigue sa bienveillance et sa miséricorde à tous les habitants de Côte d'Ivoire, au-delà même de la communauté musulmane. Ce soutien du chef de l'État à la communauté musulmane en cette période sainte réjouit le premier responsable du COSIM. Au nom des imams, nous voudrons lui dire merci. Merci pour ce qu'il a fait hier. Merci pour ce qu'il fait aujourd'hui et merci pour ce qu'il fera demain. Non seulement pour la communauté religieuse, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Qu'Allah, le miséricordieux, donne au président de la République, Alassane Ouattara, longue vie, bonne santé et prospérité spirituelle, morale et matérielle. Ces centaines de tonnes de denrées alimentaires à distribuer sur l'ensemble du territoire national sont destinées aux guides religieux, aux mosquées, aux structures et associations islamiques. Et la Côte d'Ivoire vient de se doter d'un nouveau projet de loi relatif à l'extradition. L'inadéquation de l'ancien dispositif, longtemps décrié, a interpellé les députés ivoiriens. C'est à l'unanimité donc que le projet a été adopté par les parlementaires. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Samson Kambilé, l'a présenté cet après-midi devant la Commission des Affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Le compte-rendu de Marie-Chantal Akanda. Le projet de loi relatif à l'extradition adopté à l'unanimité par les députés, membres de la Commission des Affaires générales et institutionnelles. Ce texte, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, prévoit des réformes, notamment doter l'État de Côte d'Ivoire d'un dispositif juridique relatif à l'extradition qui lui sera propre. L'extradition est une procédure par laquelle un État
décide de remettre l'auteur d'une infraction qui se trouve sur son territoire à un autre État qui le réclame afin de le juger ou de le voir purger sa peine. Et l'extradition peut être prévue soit par une convention bilatérale, soit par une convention multilatérale. Et en Côte d'Ivoire, en l'absence de convention particulière, l'extradition est régie par une loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers. Et cette loi, qui connaît de nombreuses insuffisances, n'était plus adaptée. Et le projet de loi que le président de la République a bien voulu soumettre aux honorables députés vise donc à pallier ces insuffisances en prenant en compte la législation pénale ivoirienne et surtout en prenant en compte les différentes conventions internationales auxquelles la Côte d'Ivoire a souscrit, notamment en matière de protection des droits de l'homme. Donc il fallait donc doter notre pays d'un dispositif juridique spécifique en matière d'extradition et c'est ce que nous avons fait. Et je remercie pour cela donc les honorables députés qui ont compris l'importance de ce texte et qui l'ont adopté à l'unanimité. Ce projet de loi comporte 46 articles répartis en 6 chapitres. Entre autres, l'article 34 stipule que la remise d'une personne arrêtée provisoirement suivant la procédure simplifiée d'extradition à la présente sous-section ne peut être demandée que par les États qui, sur leur territoire, accordent la même faculté au gouvernement ivoirien. La Chambre haute du Parlement, elle, a procédé aujourd'hui même à l'activation de l'évaluation des politiques publiques. C'est lors d'une séance plénière présidée par Kandia Camara que les sénateurs ont salué cet outil de bonne gouvernance, vous le verrez, qui oriente avec efficacité l'action publique. Le récit de Kader Sogodogo. Le nouveau règlement du Sénat, adopté le 23 novembre dernier, a prévu la mise en place d'une 7e commission permanente, celle de l'évaluation des politiques publiques. C'est tout le sens de cette séance plénière qui se tient à Yamoussoukro pour mettre les choses à jour. L'article 39 de la loi numéro 2022-966 relative à l'évaluation des politiques publiques prescrit la création au sein des chambres parlementaires d'une commission en charge de l'évaluation des politiques publiques. Notre règlement s'est donc adapté à cette exigence. Ainsi, notre institution compte désormais 7 commissions permanentes, conformément aux dispositions de l'article 17 nouveau du règlement du Sénat. Cette séance enregistre la mise en place des membres de la nouvelle commission. Elle sera présidée par le sénateur Bakary Ouattara. Quand on dit évaluer les politiques publiques, c'est de voir un peu si les actions menées par le gouvernement ont un impact réel auprès des populations cibles. Si nous évaluons la politique publique et que nous estimons que l'objectif n'a pas été atteint, nous allons faire des rapports, des recommandations au gouvernement pour dire voilà ce qui devait être atteint comme objectif n'a pas été fait. Les 6 autres commissions ont également connu des modifications et cela est lié à la naissance de la commission de l'évaluation des politiques publiques. La sénatrice Ambla Viviane Zuno-Kipré, doyenne d'âge du Sénat, est également la nouvelle présidente de la commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement. Par ailleurs, une délégation de parlementaires autrichiens séjourne en ce moment en Côte d'Ivoire. Elle a effectué une séance de travail avec les sénateurs ivoiriens à leur siège à Yamoussoukro. Les travaux ont porté entre autres sur l'approfondissement des relations parlementaires entre l'Autriche et la Côte d'Ivoire. Occasion pour la présidente du Sénat, Kandia Camara, de présenter le tableau d'une Côte d'Ivoire en paix et résolument tournée vers son développement. On retrouve Kader Sogodogo. Ils sont en mission pour renforcer les liens entre l'Autriche, leur pays, et la Côte d'Ivoire. Ces parlementaires autrichiens, avec à leur côté leur ambassadeur pour la Côte d'Ivoire, sont reçus par la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Kamisoko Camara. La séance de travail qui va suivre avec des sénateurs ivoiriens sera le cadre idéal pour un état des lieux. La Côte d'Ivoire a un visage rayonnant. Le pays donne envie. Votre visite intervient au moment où la Côte d'Ivoire réalise pleinement
les objectifs sociopolitiques et économiques majeurs, notamment l'émergence économique, le renforcement de la démocratie, la réduction de la pauvreté, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Je voudrais à cet égard relever que malgré le contexte particulièrement difficile lié à la crise russo-ukrainienne, l'économie ivoirienne est l'une des plus performantes à l'échelle mondiale, avec un taux de croissance constant d'environ 7% ces 3 dernières années. Une séance de travail qui a permis aux parlementaires autrichiens, dont le pays soutient la Côte d'Ivoire dans divers domaines, de relever des avancées notables. Nous sommes venus pour les échanges sur le plan de la diplomatie parlementaire. La Côte d'Ivoire est un pays qui est en voie de développement. Nous avons soigné les relations, les échanges ces derniers jours. Et cette visite ici au Sénat, qui était particulièrement amicale, nous permet donc d'avoir une vue d'ensemble, de telle sorte que nous pouvons emporter un message en Autriche. La présidente du Sénat a insisté auprès des parlementaires autrichiens pour la contribution à la venue en Côte d'Ivoire d'investisseurs et surtout de voir l'Autriche ouvrir une ambassade en Côte d'Ivoire. L'actuelle ambassade pour la Côte d'Ivoire est basée au Sénégal. Et puisque nous sommes à Yamoussoukro, restons-y. C'est là que se tient la 6e édition des journées scientifiques du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. 1185 participants sont arrivés des 17 pays membres et de certains États partenaires pour y prendre part. Recherche et innovation pour un développement durable en Afrique, défis et opportunités pour l'enseignement supérieur. Voilà la thématique autour de laquelle les travaux s'articuleront. Kader Sogodogo. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, a choisi la Côte d'Ivoire pour la 6e édition de ces journées scientifiques. C'est l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, qui abrite l'événement. Un thème général pour ces assises, recherche et innovation pour un développement durable en Afrique, défis et opportunités pour l'enseignement supérieur. Le secrétaire général du CAMES, à l'ouverture de l'événement, salue le modèle ivoirien à travers son ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Votre engagement indéfectible pour la modernisation du système d'enseignement supérieur et de recherche de Côte d'Ivoire est une source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à un système d'enseignement supérieur et de recherche de qualité. En effet, sous votre leadership éclairé, des réformes audacieuses et des initiatives novatrices ont été mises en œuvre, contribuant à transformer de manière significative le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de votre pays. Permettez-moi également, Monsieur le ministre, de saluer votre brillante présidence du Conseil des ministres du CAMES, durant laquelle votre leadership exemplaire a en effet insufflé une nouvelle dynamique à cette organisation panafricaine. Pour Adama Diawara, ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les défis sont connus pour une Afrique qui se veut excellente en matière de recherche. Notre espace CAMES doit nous permettre d'harmoniser les pratiques académiques et les normes de qualité pour renforcer l'intégration régionale dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, tout en favorisant le développement socio-économique des pays membres. C'est aussi l'objet de ces 6e journées scientifiques. Pour parvenir à cette harmonisation, il est primordial d'élaborer des normes de qualité et des critères d'évaluation communs pour étayer les accords entre les institutions membres, pour reconnaître mutuellement les diplômes et les crédits universitaires et pour faciliter la mobilité des étudiants et des enseignants dans notre espace. Le CAMES a été créé en 1968 par les chefs d'État pour développer la solidarité intellectuelle et scientifique entre les membres. Il totalise à ce jour 17 pays. 1185 personnes prennent part au rendez-vous de Yamoussoukro qui s'achève ce 14 mars. Ont pris part à la cérémonie d'ouverture les ministres du secteur éducation-formation, professeur Maria Toukone et docteur Kofi Nguessan.
Les conseils économiques, sociaux et institutions similaires francophones, eux, se sont retrouvés vendredi à Paris, en France. Les membres se sont prononcés sur la validation de la candidature du nouveau secrétaire général de leur fêtière. Ils ont aussi fait le point sur les cotisations après l'appel de Cotonou, sur l'accès à l'eau potable pour tous, ainsi que la célébration des 20 années d'existence de leur organisation. La Côte d'Ivoire était bien sûr représentée à ce rendez-vous par le docteur Eugène-Aka Awele, le président du CESEC, par ailleurs premier vice-président de l'ICESIF. Le reportage de Michel Digré. L'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires francophones tient sa première réunion de bureau à Paris. Au cours de celle-ci, une nouvelle secrétaire générale est élue. Stéphanie Véron va apporter son savoir-faire à cette fêtière francophone. Après le bilan financier, le président de l'ICESIF, Thierry Baudet, a appelé à la poursuite des efforts des membres pour rendre l'institution plus dynamique. Nous avons engagé un grand chantier sur le sujet de la francophonie et de l'économie. Et là encore, nous allons bâtir un document commun que nous irons proposer et défendre lors du prochain sommet de la francophonie. Et je suis heureux qu'avec le président Eugène-Aka Awele, nous ayons pu la préparer ensemble. Prenant part aux travaux, le président du CESEC et premier vice-président de l'ICESIF, le docteur Eugène-Aka Awele a rappelé l'importance et l'urgence de l'intégration du cycle de l'eau dans l'élaboration des politiques publiques. L'ICESIF, qui est un outil également de la francophonie, veut apporter sa contribution à cette grande rencontre en d'abord démontrant qu'elle est partie intégrante de la francophonie, mais également en faisant des propositions qui permettront à la francophonie d'être une instance de partage, surtout au plan du développement économique et numérique. L'ICESIF compte désormais 2 nouveaux membres, le Togo et la Belgique. En outre, un nombre croissant de pays francophones, anglophones et lusophones manifestent leur intérêt à devenir membres de l'ICESIF. Dans l'actualité politique, le RHDP de la région du Poro, dans le septentrion ivoirien, a fait sa rentrée politique ce dimanche 10 mars 2024. L'événement s'est tenu dans le village de Sowo, département de Korogo. Le directoire du parti au pouvoir était représenté par la ministre Anne-Désirée Ouloto. C'est ce que nous dit Charles Tatou. Les cadres RHDP du Grand Nord sonnent le rappel de leurs militants à Sowo, localité du département de Korogo. Ici, l'espace choisi pour la remobilisation des militants de base a refoulé du monde, devenu des aigus pour contenir les membres de mouvements et associations acquis à la cause des idéaux du RHDP. Occasion pour le président du comité d'organisation, Soro Yakuba, le député de Korogo sous-préfecture, Soro Émile et Koulibaly Issa, représentant les ministres Sangafoua Koulibaly et Fidel Sarasoro, de revenir tour à tour sur les raisons et l'importance de la remobilisation des militants de base du Nord, soutenant que la reconquête du pouvoir d'État en 2025, c'est maintenant. Cette rencontre politique était aussi un beau cadre pour le principal initiateur, Amadou Koulibaly, délégué départemental du RHDP de Korogo sous-préfecture, et Mamadou Touré, représentant le secrétaire exécutif du RHDP, qui, eux, mettent en lumière le bilan des actions du chef de l'État Alassane Ouattara en faveur du développement, de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, non sans galvaniser les militants de base. Madame le ministre d'État, vous pouvez aller dire aux représentants du chef de l'État de transmettre au président de la République que Korogo est debout. Korogo est soudé autour de lui. Korogo attend un seul mot d'ordre de sa part. S'il décide d'y aller, nous sommes derrière lui. Pourquoi nous, qui avons bénéficié des routes, des infrastructures, des écoles, de l'électricité, les villages électrifiés, etc., pourquoi nous ne pouvons pas demander à Alassane Ouattara d'être candidat? Seuls les militants du RHDP sont responsables du choix de leurs candidats en 2025.
personne n'a de leçons à nous donner. Le président du directoire du RADP, au patron de la cérémonie, s'est fait représenter par Andésiré Ouloto. Le président de la République nous invitait il n'y a pas longtemps à répéter après lui « Je suis ivoirien parce que nous sommes fiers et nous avons gagné cette CAN ». Et ici à Korogo, nous devons, à la suite du président Alassane Ouattara, regarder notre voisin et puis lui dire « Je suis ivoirien ». Continuons d'attacher la Côte d'Ivoire à l'arbre qui soutient cette maison qui s'appelle Alassane Ouattara. Les artistes musiciens issus de la région et ceux venus d'ailleurs ont apporté une note de gaieté à la rencontre politique. À Abidjan, le ministre-gouverneur du district autonome, Ibrahim Cissé Bakongo, et les maires de la capitale ont échangé à nouveau ce mardi une rencontre pour faire le point des mesures et dispositions à prendre en vue de la saison pluvieuse prochaine. Les opérations d'assainissement des zones à risque entreprises par le district autonome étaient aussi au centre de la rencontre du comité permanent de concertation. Ils se sont rencontrés à Trècheville. Le témoignage de Godfrey Kambawa. Cette rencontre dans la commune de Trècheville s'inscrit dans le cadre du comité permanent de concertation adopté par les maires et le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Pour cette première qui se veut tournante, les échanges ont permis de faire le point sur les mesures et dispositions prises à l'approche de la saison pluvieuse. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre et le gouvernement ont décidé que cette année, la saison de pluie fasse le moins de dégâts possible, surtout qu'il n'y ait pas de victimes humaines. Et les maires travaillent dans ce sens. Monsieur le ministre, le gouverneur et le conseil du district travaillent également dans ce sens. Mais il était important pour nous d'harmoniser nos actions dans l'engagement que le président de la République et le gouvernement ont pris de faire de la ville d'Abidjan une ville, une cité assainie, une cité où on élimine les points à risque, à haut risque, et des mesures à prendre pour le soulagement des populations impactées. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Cissé Bakongo, salue l'engagement des maires à œuvrer pour le bien-être des populations. J'avais craint que nous aurions des relations difficiles et pas forcément conflictuelles, mais je me rends compte que au fil des jours, que nos relations sont en train de s'exciter. Il y a quelques zones d'ombre qui existaient, nous les avons clarifiées. Désormais, nous partons la main dans la main, de sorte à ce que les populations du Grand Abidjan, au-delà des saisons pluvieuses, puissent vivre dans un cadre assaini, dans un cadre moderne, dans un cadre développé. La prochaine rencontre de ce comité permanent de concertation se tiendra le 16 avril prochain dans la commune de Port-Boué. Et nous vous le disions en titre, le dimanche 3 mars 2024, de nombreux poissons sont morts sur la baie de Biétry dans la commune de Koumassi. Une dizaine de jours après cette mort massive, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique vient d'établir un point de la situation. Sur 2,7 tonnes de poissons, 2,6 tonnes ont pu être collectées à cette date. Cela représente 96% de ces poissons morts d'une forte pollution organique, selon le ministre Jacques Assaouré-Conan. Regardons ce sujet de Grace Kando. Quelques jours après la mortalité brusque de poissons sur la baie de Biétry dans la commune de Koumassi, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique fait la lumière. Les résultats des investigations et des analyses d'échantillons révèlent que la demande chimique en oxygène était très élevée. C'est une pollution organique prononcée qui a suscité ce manque d'oxygène et qui a occasionné donc l'asphyxie de ces poissons dans cette zone. Ce n'est pas un déversement de produits chimiques dangereux, mais une pêche faite par des produits chimiques dangereux qui a occasionné la mortalité de ces poissons. De CEPOL continue de faire des investigations. La baie de Biétry constitue une problématique importante quant à la pollution organique. À ce jour, sur 2,7 tonnes de poissons morts flottants, 2,6 tonnes ont été collectées et enfouies, soit 96%. La réaction rapide du gouvernement face à ce phénomène a fait en sorte que les conséquences ont été limitées. Il n'y a pas beaucoup de poissons qui ont été consommés. On a mis les services sanitaires à contribution et il y a une surveillance épidémiologique qui se fait dans les villages autour de la zone pour voir s'il y a des cas de diarrhée pour que très rapidement il y ait la réaction appropriée.
Pour le ministre Jacques Assaoré-Konan, la lutte contre la pollution doit être l'affaire de tous. On jette les ordures dans les caniveaux, mais la destination finale de ce geste, c'est la lagune. On déverse les eaux usées dans les caniveaux avec pour destination finale la lagune. Je voudrais demander aux Ivoiriens de prendre conscience de l'importance écologique de ce plan d'eau que la nature nous a donné. Nous devons en prendre soin. Nous devons faire en sorte que cette lagune ne perde pas sa fonction écologique originelle. Protégeons cette lagune. Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique compte mettre en œuvre des stratégies et techniques durables pour la dépollution de la lagune ébriée et renforcer la surveillance de l'espace maritime et côtier au travers des patrouilles régulières. Dans un tout autre chapitre, la 68e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies s'est ouverte hier lundi au siège de l'ONU à New York. C'est un rendez-vous mondial qui mobilise les décideurs autour des questions essentielles pour la promotion des droits de la femme et de la fille. Les discussions vont durer 2 semaines et vont s'articuler autour de l'accès au financement, la représentativité des femmes dans les institutions décisionnelles, la lutte contre les violences à leur égard. Ami Sissoko est notre envoyé spécial à New York. C'est le plus grand rassemblement mondial de représentants de la société civile, de responsables gouvernementaux, des décideurs politiques et d'experts autour de la question des droits de la femme dans tous les domaines. La 68e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies s'est ouverte ce lundi. Au siège de l'ONU à New York, un accent particulier est mis sur l'accélération de la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes. L'autonomisation de toutes les femmes et les filles, s'attaquer à la pauvreté, renforcer les institutions et le financement dans une perspective d'égalité entre les hommes et les femmes sont des priorités pour la directrice exécutive d'ONU Femmes et le secrétaire général des Nations Unies. Rien ne saurait être atteint sans égalité entre les hommes et les femmes. Nous pouvons transformer les économies si notre profession de foi en faveur de l'égalité des genres s'accompagne de budgets nécessaires. Nous devons le faire de toute urgence. Les États ont la responsabilité d'investir pour éliminer la pauvreté et assurer un développement durable et inclusif pour tous. Cela passe par une politique budgétaire et fiscale qui tienne compte des besoins particuliers des femmes et des filles vivant dans la pauvreté. Durant 2 semaines à New York, la CSW 68 va se pencher sur les thèmes relatifs à l'égalité des sexes. Sont prévues différentes sessions sur les obstacles rencontrés, les bonnes pratiques, les politiques à mettre en œuvre et les mesures à prendre pour promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles. Une femme sur 10 vit dans l'extrême pauvreté. Si nous restons sur la tendance actuelle, plus de 340 millions de femmes et de filles continueront de vivre dans l'extrême pauvreté en 2030. Afin de renverser cette tendance non souhaitable, il nous faut adopter une approche multidimensionnelle, une approche qui inclut, entre autres, l'accès égal aux ressources et aux services, tels que la terre, les soins de santé, la planification familiale, l'éducation et le marché du travail. La délégation ivoirienne à la 68e session est conduite par Nassineba Touré, la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Elle prendra la parole à la tribune des Nations Unies pour évoquer la question de l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. À la fin de chaque session, la CSW adopte des résolutions et formule des recommandations. Elles servent à orienter les politiques nationales et internationales en matière d'égalité des sexes. Dans l'actualité internationale, au Soudan, c'est une belle opération pour l'armée qui vient de reconquérir le siège de la radio-télévision d'État. Cette prise du siège de la télévision situé à Omdurman marque une avancée significative dans le conflit civil qui oppose l'armée depuis 11 mois aux forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. La station de télévision était sur le contrôle des paramilitaires depuis le début du conflit, mais ces derniers, fait important à noter, ne sont jamais parvenus à émettre et la télévision a donc continué à diffuser du contenu favorable à l'armée.
Et puis en Haïti, c'est une victoire pour une frange de la population dont les gangs qui réclamaient le départ du Premier ministre Ariel Henry. Il a quitté le pouvoir hier lundi, tard dans la soirée. Son départ a été annoncé lors d'une réunion d'urgence des membres de la communauté des Caraïbes et de représentants de l'ONU en Jamaïque, où le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a promis une aide de 133 millions de dollars supplémentaires des États-Unis. Haïti vit depuis quelques mois une grave crise politique et sécuritaire. Et selon Ariel Henry, le gouvernement qu'il dirigeait ne peut rester insensible à cette situation. Et nous voilà au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. L'information revient à 6h30 ce mercredi sur RTI1. Excellente soirée.